Bonjour, ici Dr. Christine Pacheco, cardiologue. Nous savons que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité prématurée chez les femmes au Canada. Jusqu'à 80 de ces maladies pourraient être évitées en s'attaquant à certains facteurs de risque, comme les habitudes de vie, notamment le tabagisme, l'exercice et la nutrition. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Julie Taillefer, nutritionniste au CHUM, pour parler de nutrition et saines habitudes de vie alimentaire. Bonjour Julie. Bonjour. Rentrons donc dans le vif du sujet. On entend parler un peu partout de nouvelles diètes, nouvelles données sur certains bons aliments, mauvais aliments, entre guillemets. C'est parfois difficile de se retrouver là-dedans et parfois difficile d'adhérer à des changements dans nos habitudes de vie. Une de ces diètes qu'on entend souvent mentionner, c'est la diète méditerranéenne. C'est quoi au juste la diète méditerranéenne, Julie? L'alimentation méditerranéenne, en fait, ça s'inspire de l'alimentation traditionnelle des habitants de certaines régions en Italie et en Grèce dans les années 50-60. Donc, on s'est rendu compte que ces gens-là affichaient un taux de mortalité cardiovasculaire extrêmement plus faible qu'ailleurs dans le monde. Donc, quand on parle de l'alimentation méditerranéenne, en fait, on pense à une alimentation qui est très végétale et peu transformée. Donc, l'alimentation traditionnelle méditerranéenne, elle est quasi végétarienne. Donc, les repas sont centrés autour des grains entiers, des fruits, des légumes, des noix, très peu de viande rouge, un peu de poulet, poisson et surtout des légumineuses en guise de protéines. Donc, très végétal et peu transformé aussi. Donc, on consomme plutôt des grains entiers que des farines blanches, comme pain blanc, riz blanc. Les sucreries, les desserts sucrés sont consommés plus sur une base occasionnelle, dans les occasions sociales notamment. Et évidemment, dans les années 50 en campagne italienne, on peut penser qu'il n'y avait pas beaucoup de dépanneurs et de restos à chaque coin de rue. Donc, on misait beaucoup sur la cuisine maison. Parfait, non, c'est beaucoup plus clair maintenant. Donc, en suivant une diète méditerranéenne, comme vous avez décrit, est-ce qu'on peut diminuer notre risque de maladies cardiovasculaires? Oui, un pattern alimentaire de type méditerranéen, là, donc très végétal, peu transformé, c'est associé à un moindre risque cardiovasculaire. Donc, la littérature est très claire que plus on réduit notre consommation de viande de produits animaux, plus on a tendance à avoir des beaux bilans lipidiques, donc des plus beaux taux de cholestérol, une plus belle tension artérielle, un poids à tendance plus santé, puis un moindre risque de diabète. Donc, tous des risques cardiovasculaires qui sont réduits en diminuant notre consommation de produits animaux. D'ailleurs, il y a une vaste étude en Grande-Bretagne qui a montré que les végétariens et végétaliens affichaient un risque d'être hospitalisés pour un infarctus réduit de 32 et plus récemment, dans une autre étude, on a vu que les gens qui consomment une alimentation de type méditerranéenne, donc faible en viande rouge, faible en farine blanche, riche en fruits, en légumes, en grains entiers, affichent des taux d'inflammation plus faibles et ça se traduit par une plus grande diminution du risque cardiovasculaire également. Puis aussi, on n'a pas besoin de mettre de l'huile d'olive partout là, pour aller chercher les bénéfices d'alimentation méditerranéenne. Souvent, on va associer l'huile d'olive à la diète méditerranéenne, mais en fait, on s'est rendu compte que c'est pas nécessaire. Même que des études ont montré qu'une alimentation sans huile, faible en gras, très végétale, a été efficace pour renverser le processus d'athérosclérose, même chez des patients, des patientes qui avaient une maladie cardiaque avancée. Donc, on pense notamment aux travaux du Dr. Dean Ornish. Un certain type de nutrition qui peut vraiment diminuer notre risque de maladies cardiovasculaires. J'ai souvent des questions par rapport à certains aliments spécifiques de mes patientes. Je pense notamment aux œufs. Certains recommandent les œufs dans la diète, d'autres disent que ça pourrait peut-être augmenter le cholestérol. Est-ce que ça augmente vraiment le cholestérol? Est-ce que c'est mauvais pour la santé cardiovasculaire, les œufs? Bien, le cholestérol alimentaire qu'on trouve entre autres dans les œufs, ça affecte le niveau sanguin de cholestérol LDL de différentes façons d'une personne à l'autre. Pour la majorité des gens, on juge que c'est sécuritaire d'avoir une consommation modérée en œufs. Là, on pense à un œuf par jour, pas tous les jours idéalement. Par contre, chez les diabétiques, une consommation plus importante d'œufs est associée à un plus grand risque cardiovasculaire. Donc, les quantités sont à revoir à la baisse. On suggère un maximum de 3 œufs par semaine pour les personnes diabétiques.
Puis en fait, il ne faut pas perdre de vue que les œufs n'apportent pas vraiment de valeur ajoutée à l'alimentation. On peut tout à fait s'en passer tout en ayant une santé optimale. Et puis, encore mieux, on peut les remplacer par des alternatives végétales. On pense entre autres aux omelettes de lentilles corail ou au tofu brouillé. Super intéressant, c'est ça, toujours chercher peut-être des alternatives, puis vraiment moduler notre nutrition tout dépendamment de nos facteurs de risque personnels à nous, vraiment sur mesure. Un peu dans la même ligne de pensée, le fromage, est-ce que c'est bon ou mauvais pour la santé? Des fois, on parle que ça pourrait aider pour les os, le calcium, mais ça peut aussi augmenter le cholestérol. C'est quoi le fromage? Est-ce que c'est mauvais pour le cœur? Mais un peu la même façon que pour les œufs, les études montrent qu'une consommation modérée de fromage, ça augmente pas nécessairement le risque cardiovasculaire. Par contre, ça demeure un aliment qui est riche en gras saturés, en cholestérol alimentaire, en sel. Donc, si on veut se rapprocher d'une alimentation qui est optimale du point de vue cardiovasculaire et pour la santé générale, bien, on a tout intérêt à remplacer le plus souvent possible le fromage par, encore une fois, des alternatives végétales. On pense au humus, aux noix, par exemple. Puis il y a un autre fait pertinent, c'est que le fromage, au même titre que la plupart des protéines animales, de les produire, ça a un impact significatif sur l'environnement, puis ça contribue à la crise climatique. Et quand on sait que la crise climatique, selon l'OMS, c'est la menace numéro 1 pour la santé populationnelle du 21e siècle, ben, ça fait une raison de plus d'y aller un peu plus mollo sur les protéines d'origine animale, dont le fromage. Tout à fait. Donc, pour la santé et pour l'environnement, effectivement, on peut chercher certaines alternatives. Justement, quand on essaie de trouver des alternatives à ces protéines animales et aller plus avec les protéines végétales, on entend parler souvent de certaines comme le soya, par exemple, qui ont déjà eu mauvaise presse. Sont-elles dangereuses pour la santé, ces protéines? Non, pas du tout. En fait, ce qu'on entend souvent, c'est que le soya, donc qui est contenu dans le tofu, le tempeh, le lait de soya, par exemple, dû à sa teneur en phytoestrogène, ça pourrait, selon ce qu'on entend, poser un risque pour le développement ou la récidive d'un cancer du sein, notamment les cancers hormonodépendants. Mais on sait maintenant que les phytoestrogènes se comportent dans le corps humain différemment que les estrogènes et que les phytoestrogènes, comme ceux du soya, auraient plutôt un effet protecteur. Donc maintenant, on recommande que le soya peut être consommé de façon tout à fait sécuritaire, et ce même chez les survivantes d'un cancer du sein hormonodépendant. Très intéressant. Donc, plus récemment, on entend souvent parler de la diète keto, un peu à base de plus de gras, moins de glucides. Mais c'est quoi au juste la diète keto? Oui, ben c'est effectivement la diète keto ou cétogène. C'est, comme vous venez de le mentionner, là, très faible en glucides, très riche en lipides. Puis, à la base, c'est une alimentation qui est recommandée depuis quand même longtemps dans les cas d'épilepsie réfractaire à la médication conventionnelle, et c'est utilisé avec un succès non négligeable dans ce contexte médical précis-là. Par contre, depuis quelques années, les gens vont adopter la diète keto ou cétogène pour un paquet d'autres raisons, notamment pour la perte de poids ou contrôler leur diabète, malgré un manque de données probantes pour l'utilisation de cette alimentation-là. Donc, donc les glucides qui sont présents dans le riz, les pâtes, les fruits aussi, qu'on essaie de réduire dans cette diète-là. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on essaie de le réduire? Est-ce que les glucides sont vraiment mauvais pour la santé cardiovasculaire? Pas du tout. Les fruits, les légumineuses, les grains entiers, c'est tous des aliments qui sont à la fois riches en glucides et associés à une santé optimale, notamment un poids santé également. Donc, des études prospectives, donc des études qui suivent des individus sur plusieurs années, montrent qu'une alimentation qui est faible en glucides et riche en produits animaux, en viande, c'est associé à une plus grande mortalité totale et cardiovasculaire. Donc, alors que chez les femmes qui ont déjà subi un infarctus, il y a une étude qui a montré aussi qu'une alimentation qui est faible en glucides, c'est associé à une plus grande mortalité totale, toutes confondues. Donc, on ne peut pas dire que la diète keto puis les autres diètes faibles en glucides sont à recommander pour la santé cardiovasculaire de la femme, bien au contraire.
Donc, ça peut s'appliquer à certains groupes, mais peut-être pas nécessairement aux femmes avec une maladie cardiovasculaire. Donc, si on veut y aller de l'avant pour changer nos habitudes alimentaires, je pense que tout le monde a déjà un peu passé par là. On essaie de manger plus santé. Des fois, c'est pas évident d'y arriver. On est parfois découragé. Ça prend du temps. C'est difficile. Selon vous, avez-vous quelques trucs à nous donner pour y parvenir avec succès? Oui, mon premier conseil, ce serait d'y aller vraiment à votre rythme. Mettez-vous pas de pression. Vous pouvez être fier de chaque pas que vous faites dans la bonne direction plutôt que de vous taper sur les doigts dès que vous atteignez pas la perfection. Donc, par exemple, chaque fois que vous revenez de l'épicerie avec un nouveau légume à essayer ou une nouvelle légumineuse ou que vous découvrez une nouvelle recette végé ou encore que vous décidez de vous cuisiner un repas maison plutôt que d'appeler au restaurant, tout ça est merveilleux. Tout ça est un pas dans une bonne direction pour une meilleure santé. Donc, c'est excellent. Puis, ça peut aussi vous aider de ne pas vous lancer seul là-dedans, de vous trouver quelqu'un pour vous accompagner, avec qui partager vos succès culinaires, vos nouvelles recettes, vous garder motivés une l'autre. Des excellents conseils, vraiment. Il faut y aller vraiment un pas à la fois, puis pas de se décourager, comme tu dis, Julie. Et donc, on a gardé le dessert pour la fin. Bien sûr, le chocolat noir a souvent une bonne réputation pour la santé cardiovasculaire. Est-ce que c'est bon pour le cœur? Le chocolat noir, c'est riche en antioxydants, notamment les flavonoïdes, puis on lui attribue un effet bénéfique là, sur la tension artérielle, sur la sensibilité à l'insuline. Donc, clairement, pas la peine de s'en priver. Parfait. Merci beaucoup, Julie. J'ai beaucoup appris, puis c'est beaucoup plus clair maintenant. Bonne journée. Bonne journée, merci à vous.